Ça me fait plaisir de vous présenter ce soir à notre volet Capital Nature un ami personnel et quelqu'un qui s'est dévoué un peu à la faune dans notre province, un véritable guide, un passionné. Je vais vous présenter M. Danny Bergeron. Salut Danny. Bonsoir Sylvain. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tu es descendu du Saguenay aujourd'hui Ouais, pour être présent à l'émission. Oui, un petit peu de route, mais je ne suis pas trop dépaysé. Quand je vois ton décor, l'art animalier, je me pense dans mon salon. Dans ton salon. Raconte-nous un peu, Danny, ton cheminement, parce qu'il faut quand même préciser aux téléspectateurs que tu étais, selon moi, une nouvelle génération, si on veut. Tu es la nouvelle génération qui va bientôt un peu gérer notre faune au Québec, là, parce qu'on a une classe d'âge qui va malheureusement prendre sa retraite, comme par exemple nos parents et nos grands-parents, et les jeunes qui poussent derrière nous, qui ne savent pas trop s'ils vont jouer à l'ordinateur toute leur vie ou s'ils vont peut-être prendre le bord du bois. Toi, finalement, Danny, ça a été quoi ton cheminement pour en venir Mon jusqu'à là? cheminement, j'ai été en contact avec la nature assez jeune. Hein. Mon père m'amenait à la pêche chez Mont-Valin, en canot, à rame, en camping sauvage. Mon grand-père a fait sa part aussi. Il m'a amené trapper sur sa ligne de trappage au lac Bouchette. Ça, j'ai bien apprécié ça. J'ai acheté des pièges, j'ai commencé à piéger. Fait que c'est comme ça que j'ai été un peu en contact avec la nature. 14 ans, 14-15 ans, là, ça a été pas mal là que j'ai commencé à partir en forêt seul, si on veut, poser mes pièges, checker mes pièges après l'école le soir, tout ça. Aussitôt que j'ai eu l'âge légal d'acquérir des armes à feu, bien, c'était prévu, ça faisait longtemps. Fait que j'ai acheté mon premier fusil de chasse, la chasse au petit gibier. Puis quand j'ai connu les oiseaux migrateurs, là, ça a été une véritable passion, une piqûre. Puis encore aujourd'hui, je suis passionné par les oiseaux migrateurs. Autant les observer, les chasser, les protéger, hein, parce que les protéger, moi, ça fait partie de ma vie aussi. Où ce que j'ai réalisé, le premier canard que j'ai tué, Sylvain, aussi, c'est un moment que je n'oublierai jamais, c'est un canard branchu. Ah oui, un beau canard. C'est ça, c'est quand j'ai vu ce canard-là, le plumage, hein, le reflet des miroirs, le bec, les pattes, j'étais fasciné par ça. C'est à ce moment-là que j'ai eu une ouverture d'esprit. J'ai décidé qu'il fallait les protéger, ces oiseaux-là, la faune en général, hein, bien sûr, tout en continuant à profiter de cette ressource-là. Fait que je me suis impliqué en devenant membre de l'Association des sauvaginiers. J'ai cheminé un petit peu avec eux autres. On a une association de sauvaginiers dans la région de Québec, puis il y en a également une dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, un peu partout au Québec, les sauvaginiers se regroupent et ont tout en commun. Cette nouvelle génération-là, comme je vous parle, c'est que oui, on les chasse, les oiseaux, mais on aime tellement les chasser que le restant de l'année, on les protège, on prépare notre chasse, on protège les habitats, même on investit de notre argent personnel dans différents organismes pour que les marécages puissent rester marécages. Au lieu d'y regarder en disant « Ouais, c'est juste de la swamp, il faudrait faire quelque chose avec ça. » Ben non, c'est un habitat à canard, c'est un habitat qui est très vivant. Puis c'est des associations qui sont efficaces. Hein. C'est des chasseurs qui protègent la ressource, puis qu'on se protège entre nous, entre chasseurs, hein, avec les règlements qui arrivent. Des fois, c'est un peu insensé. Hein. Alors, entre chasseurs, on est capable de voir ce qui se passe, on est sur le terrain, puis on est capable de consulter, puis de s'associer finalement pour régler des conflits, pour régler des problématiques. Hein. Parce qu'au lieu de se chicaner, là, moi, c'est mon champ, c'est ma cache, c'est mon spot de chasse, on est tous confrontés à la réglementation sur les armes à feu. Ça t'a coûté 20$ pour ton permis, ça m'a coûté 20$ aussi. Pourquoi pas s'entraider au lieu de se chicaner? On est devenus tellement peu nombreux, puis c'est en s'unifiant qu'on va peut-être être capable de faire changer des choses. Oui. Mais là, de fil en aiguille, Danny, tu es devenu un guide là-dedans. Tu es devenu un guide de chasse. Bien, c'est ça. C'est à force d'aimer ça, puis de fréquenter la chasse, la pêche et les amis, tout ça, bien, j'ai suivi un cours en conservation de la faune. Tu me parlais de ton nouveau partenaire, j'en suis un bon représentant. Un bel exemple. J'ai participé à ce cours-là, puis aujourd'hui, j'en remercie tous les enseignants dont tu fais partie de m'avoir transmis ces connaissances-là qui sont extraordinaires. Je m'en sers encore aujourd'hui. Je transmets les connaissances que j'ai apprises à mes clients, bien sûr, puis personnellement aussi, dans la forêt, bien, pour la chasse, pour la pêche, bien, c'est toutes des choses qui sont importantes. Un diplômé de Duchesnay. Ben oui. Puis ça t'a propulsé quand même à des emplois intéressants. Ça m'a ouvert des portes. J'ai pu travailler pendant 2 ans comme responsable à la protection de la faune sur une zone d'exploitation contrôlée. Par la suite, je me suis éloigné un peu. Je suis dirigé à l'île Anticosti pour travailler au cours d'une saison de 6 mois. C'était ton rêve, hein, ça, Danny? Oui, c'est un rêve d'enfance. C'est un rêve d'enfance de guider la chasse au chevreuil à l'île d'Anticosti. Oui. Parle-moi d'une journée typique. Que fait un guide de chasse au chevreuil à l'île d'Anticosti, par exemple? Pour s'il y a des jeunes qui nous écoutent, là, que ça leur tente là, comme prospection. Je peux te parler d'une journée, moi, que je trouvais
un peu plus passionnante que les autres, c'est que lorsque je guide sur la rivière Jupiter en canot avec un client, ça, c'est un spectacle féerique. Hein. Dans le canyon, les pigargues à tête blanche au-dessus de la tête, puis on descend la rivière, alors on est en mouvement. Ça, ça prend un chasseur qui a un peu de dextérité, qui est calme, posé, qui prend le temps de tirer, parce qu'on descend la rivière. Hein. Ah oui. Ça, c'est vraiment, là, c'est spectaculaire. Là, ça doit être assez spécial. Ouais. Je pense que tu as amené quelques photos que tu veux faire partager avec nos téléspectateurs. Oui, il y a 2 ou 3 photos. Ça, c'était où, ça, Daniel? Ça, c'est la rivière Cagnapisco, à la chute au schiste. Donc, tu as quand même d'un stage de travail comme guide de chasse et pêche. Comme tu peux voir, j'ai un dossard, mais j'ai un poisson. C'est un poisson. Dans la même journée, il est possible de chasser et de pêcher. Okay. Ce qui est intéressant, au bas de la chute au schiste, qui est une chute insurmontable pour le poisson. Alors, il y a des fosses, puis quand on pêche à cet endroit-là, bien, on ne sait tout simplement pas quel poisson mord au bout de la ligne. Ça peut être une truite grise, ou un touladi, c'était mieux, truite mouchetée, une ouananiche, un corégone, un brochet. Tout ce que tu sais, c'est que c'est pesant. Puis que c'est une ouananiche, bien sûr, tu le sais, parce qu'elle saute hors de l'eau. Elle saute hors de l'eau. Là, ici, là, c'est un exemple d'un touladi que j'ai capturé justement là, au bas de ces chutes-là. Là. C'est merveilleux là, comme endroit. Quel poisson! Oui. Ça, on revient à l'île Anticosti, justement, à la chasse en canot sur la rivière Jupiter. Vous embarquez le chevreuil dans le canot? Oui. Ah, oui, ça doit être. J'ai une anecdote qui s'est passée l'automne passé. J'étais justement avec un chasseur, on descendait comme ça. Puis il y avait une belle femelle au bord de la rivière. Quand elle nous a aperçus, au lieu de reprendre le bois, elle a décidé de sauter dans la rivière puis de traverser la rivière. J'avais un chasseur, il est épaulé, il l'a tiré. Le chevreuil, il est mort sur le coup. Il est tombé dans l'eau, on l'a perdu de vue. Quand on a vu qu'il ne faisait pas surface, je me suis rendu au bord de la rivière. Puis là, on a attendu une vingtaine de minutes, on n'a pas revu le chevreuil. On a décidé de continuer à descendre la rivière. On l'a retrouvé 1 mille plus bas. Il avait parcouru toute cette distance-là sous l'eau. Je n'ai pas besoin de te dire que le chasseur était content de retrouver son chevreuil. J'espère. Oui, quelle anecdote. Ici, tu as un beau mâle dans ton canot, par contre. Oui, il n'est pas énorme, mais comme je te dis, là, quand on chasse sur la rivière, il ne faut pas trop être sélectif parce que c'est un coup de feu en mouvement. Donc, on voit le dossier d'une chaise. Le client est assis sur cette chaise-là. Oui, puis moi, je suis en arrière, je m'occupe de diriger le canot. Ah oui. Et le chevreuil, que vous apercevez sur les bords de rivière? C'est en plein ça. Même des fois dans l'eau, comme je te dis, il y en a un chevreuil qui, probablement que pour lui, c'était plus simple de sauter dans la rivière pour traverser. Parce que c'est assez escarpé de chaque côté de cette rivière. Oui, parfois, c'est des canyons là, qui ont 100 pieds de haut. Ouais. Ça, c'est pour donner un peu un exemple, là, quand les gens pensent qu'un guide, c'est la belle vie hein, en forêt, puis on observe la nature, on marche, puis on est en plein air. Hein. Mais c'est pour montrer un peu là, le travail d'un guide. Tu me demandais comment sont les journées. Bien, pour te donner une idée, moi, je dis ça commence au lever du soleil, puis ça se termine pas avant 2 heures après le coucher du soleil. Fait que ça, c'est pour montrer un peu ce qui se passe après le coucher du soleil. Parce qu'on en revient avec nos clients. C'est ça, c'est des bêtes que les clients ont abattues. Oui, c'est ça. Fait que là, qui sont dans la penderie. C'est d'écorcher tout ça. Ah oui, c'est le travail du guide. Donc, vous enlevez la peau sur le chevreuil? On enlève la peau sur le chevreuil, on coupe entre les pattes et le thorax pour séparer, pour que ça soit bien aéré. On sépare les côtes, toutes les pattes. La viande ne rentre pas en contact avec d'autres parties de viande des autres chevreuils. Puis à la dernière journée, ben là, on met tout ça en boîte, c'est tout divisé. Tout bien empaqueté, le chasseur peut repartir avec son gibier. Et c'est tout le guide qui fait la manipulation de ça. Oui. Lorsque le client a abattu son chevreuil, j'imagine que lui, il ne tente pas de forcer après ça pour le sortir du bois. Non, bien ça, encore une fois, le guide est là pour donner un coup de main au chasseur. Hein? C'est à ça que ça sert. Hein? Fait que, donc, souvent, on peut le mettre sur notre dos. Ou quand il y a un panache, puis on n'est pas trop loin du chemin, il y a moyen de le tirer pour ne pas se blesser au dos. Tu sais, on trouve des méthodes un peu pour ne pas se faire mal non plus. C'est nous autres qui s'occupent de sortir le chevreuil. On fait finalement de l'abattage jusqu'à la mise en boîte, même qu'on va reconduire notre client à l'aéroport. Anticosti, hein, c'est une île, alors il faut qu'on se débrouille pour servir le client du début jusqu'à la fin. Tu as aimé ton expérience? Absolument, oui. Tu me parlais avant l'émission, Dany, que la nouvelle tendance un peu Anticosti, c'était qu'ils créaient maintenant des enclos. Oui. Et on invitait des chasseurs à se tenter Depuis quelques années, oui, il y a des enclos qui sont... Il y en a 6 ou 7 à la grandeur de l'île Anticosti. Ces enclos-là sont installés à la suite d'une coupe forestière. C'est parce que là, le chevreuil, étant donné qu'il est en train de détruire son habitat par le broutage à l'île d'Anticosti, il est tellement nombreux, hein, même si
Fait que ces enclos-là, le chevreuil ne peut pas en sortir ni entrer. À l'intérieur de ça, on fait une chasse expérimentale pour baisser la population autour de 3 cerfs au kilomètre carré. Okay. Comme ça va permettre aux végétaux de repousser finalement. Il va y avoir de la plantation dans le futur qui va être fait aussi, du sapin baumier, qui est la nourriture principale du chevreuil. Finalement, ça va être une réserve de nourriture, hein, si on veut, pour le futur. Okay. Puis cette chasse expérimentale-là est abordable et réservée aux Québécois à l'île d'Anticosti. C'est la CEPAC qui gère ça. Puis c'est pas mal intéressant, là, justement, là, les forfaits pas trop dispendieux pour aller chasser le chevreuil à l'intérieur de ces enclos-là. Et toi, tu as guidé à l'intérieur des enclos? Oui. C'est des grands enclos, j'imagine? Ils sont de dimensions variables. Il y en a entre 12 et 30 km². Puis dans le futur, il va y avoir des nouveaux enclos encore. Alors j'imagine qu'il va peut-être avoir des nouveaux forfaits, justement, réservés pour la clientèle québécoise. Ou peut-être des postes de guide qui vont s'ouvrir. Ah, on ne sait pas. On vous demande peut-être de penser à votre avenir. Ça paye-tu un peu, ce métier-là, Danny? Es-tu capable d'en vivre? C'est sûr que c'est un métier qui est saisonnier. Il Okay. faut être prêt à travailler en région éloignée, comme à l'île d'Anticosti, 2 à 3 mois, parfois plus longtemps encore, tout dépendamment des pourvoyeurs, parce que certains guides qui vont travailler au Caribou, ça va être différent. Bon. Au niveau du salaire, je ne te donnerai pas mon salaire, parce que je pense que tu en fais plus que moi. Bien là, j'ai déjà guidé moi aussi, mais plus à la pêche. Mais il y a des fois qu'on peut avoir des petits pourboires en bonus, ça peut être intéressant. Cadeaux. Ensuite de ça, en travaillant ces jours, ça permet d'avoir un salaire convenable pour vivre. Mais c'est sûr qu'il faut se trouver quelque chose l'hiver. Les traîneaux à chiens, la motoneige, les centres de ski. Tu sais, c'est un métier qu'il faut être polyvalent. Très polyvalent. Oui. Parce que tu vas commencer au printemps avec la pêche. Oui. Ensuite de ça, l'automne arrive, la chasse aux oiseaux migrateurs, les bernaches qui commencent déjà au mois de septembre. Quelquefois, une chasse printanière à l'oie depuis quelques années qui est autorisée. Ensuite de ça, la chasse au gros gibier, autant à l'arc qu'à l'arme à feu. Et tu peux retourner ensuite de ça pour la sauvagine, souvent presque dans le temps des fêtes. Absolument. Donc, tu as janvier, février, mars, avril, qui sont peut-être les mois les plus bas, les plus difficiles, mais que je suis sûr qu'un gars polyvalent... Dans mon cas, quand je n'ai pas de contrat, comme cette année, c'est un petit peu plus dur, je fais du ski. Là, je pars en voyage, je vais dans l'Ouest canadien, visiter les Rocheuses en Alberta, possiblement visiter des pourvoiries, des parcs nationaux. Mon rêve de faire du ski dans la Poudreuse va peut-être se réaliser là. Fait qu'il faut s'occuper, il faut se trouver des passe-temps, faire du sport. Puis avec tes Et on attend au printemps la nouvelle saison de pêche avec impatience. Dès le mois de mai, je me dirige encore une saison. Croche-McCormick est un secteur des plus productifs. Oui, parce que tu guides à la pêche dans le secteur Croche-McCormick. D'ailleurs, j'invite les téléspectateurs qui veulent se payer un beau voyage de pêche d'aller rencontrer notre ami Danny dans le secteur Croche-McCormick, dans la réserve faunique des Laurentides. Tu vas être bienvenu toi aussi. Il faudrait regarder les dates là, quand il va y avoir des disponibilités. Là. Parce que c'est un secteur qui, ça fait pas très longtemps qu'ils ont décidé d'exploiter. Ça va être la 3e saison cet été. Auparavant, c'était fréquenté en hydravion. Il fallait se rentrer là en hydravion. Là, il y a un chemin, c'est ça. Maintenant, c'est la réserve des Laurentides qui a pris le territoire, la gestion du territoire. On peut se rendre par route forestière maintenant. Bon, bien, Danny, ça a été fort intéressant que tu nous dresses beaucoup. un peu le bilan de ce qu'est-ce que fait un guide de chasse. Je te souhaite une bonne chance. Merci beaucoup. Et de travailler toujours prudemment, d'apprécier absolument. ce que tu fais. Alors, nous, mesdames et messieurs, en pensant à ce qu'un guide de chasse et de pêche peut faire de ces journées, on va se quitter là-dessus. On va se quitter en pensant aux grands espaces. Je vous prépare dans quelques semaines un spécial caribou. Comment vit cet animal-là? Comment peut-on le chasser avec des intervenants intéressants? La chasse d'hiver à moins 40, vous savez que ce n'est pas de tout repos. Donc, je vous prépare un spécial caribou. Également, au cours de l'hiver, on va vous préparer quelques petits concours. On est en train de travailler là-dessus. On va retaper notre site Internet. D'ailleurs, je reçois encore beaucoup d'emails de votre part, des commentaires positifs. Je vous en remercie. Éventuellement, j'en reviendrai en ondes pour en discuter. D'ailleurs, un épervier de Cooper a été vu